Je m'appelle Gareth et à 32 ans, je pensais m'être construit une vie décente en tant que développeur de logiciels. Rien d'extraordinaire, juste confortable. Ce à quoi je ne m'attendais jamais, c'est comment un dîner de famille allait rouvrir des blessures que j'avais passé des années à essayer de guérir. Mon père a toujours favorisé ma sœur Mia, mais cette fois, il a franchi une ligne qui a tout changé. Quand j'ai refusé de payer pour sa nouvelle voiture, je suis parti pour de bon. 3 jours plus tard, la banque a appelé. Dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu à faire le choix douloureux de vous protéger de votre famille. En grandissant dans notre maison de la banlieue de Chicago, je me suis toujours senti comme une seconde pensée. Dès mes plus lointains souvenirs, il y avait une hiérarchie claire dans notre foyer. Mon père Marcus au sommet, suivi de près par ma sœur cadette, Mia, puis ma mère Diana, et enfin moi. J'étais le fils oublié, celui dont on attendait qu'il comprenne, qu'il donne et qu'il ne se plaigne jamais. Mia est arrivée quand j'avais 4 ans. Et à partir de ce moment, la dynamique familiale a changé de façon permanente. Je me souviens encore du jour où mon père est rentré à la maison avec un vélo rose pour Mia, âgée de 6 ans, tout en me disant qu'à 10 ans, j'étais assez grand pour économiser mon argent de poche pour le mien. Ce schéma s'est répété tout au long de notre enfance. Mia recevait de nouveaux vêtements pour l'école tandis que j'avais des vêtements de seconde main. Elle a suivi des cours de gymnastique coûteux tandis qu'on me disait que le programme de basketball communautaire gratuit devrait suffire. Ta sœur a besoin de plus de soutien, expliquait mon père chaque fois que je remettais en question la disparité. Les garçons sont naturellement plus indépendants. C'était sa justification standard, livrée avec une finalité qui décourageait toute discussion ultérieure. Ma mère, Diana, était une enseignante de maternelle qui vivait dans la peur du conflit. Chaque fois que je l'approchais en privé au sujet de l'injustice, elle me caressait les cheveux et chuchotait « Essaie juste de maintenir la paix, Gareth. Ton père a de bonnes intentions. » Ses yeux se dardaient nerveusement vers la porte, comme s'il pouvait surprendre notre conversation depuis une autre pièce. Avec le temps, j'ai réalisé qu'elle était piégée à sa manière, incapable ou peu disposée à contester la structure familiale que mon père avait établie. L'inégalité financière est devenue la plus évidente à l'approche de l'université. Bien que j'ai maintenu une moyenne de 3,9 et que j'ai été accepté dans plusieurs bonnes écoles, je n'ai reçu aucun soutien financier de mes parents. Nous devons économiser pour l'avenir de Mia, a annoncé mon père au dîner le soir où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université Northwestern. Tu peux contracter des prêts ou aller d'abord dans un community college. Tu es assez intelligent pour te débrouiller. J'ai occupé 2 emplois tout en fréquentant l'université d'État, obtenant un diplôme en informatique avec $30 000 de dettes étudiantes. Pendant ce temps, Mia a fréquenté une université privée avec le soutien parental complet, étudiant la communication et changeant de spécialité 3 fois avant d'obtenir son diplôme 5 ans plus tard. Après l'université, j'ai emménagé dans un minuscule studio et j'ai accepté un poste de programmeur débutant. Je vivais frugalement, j'apportais mon déjeuner de la maison et j'ai lentement gravi les échelons professionnels tout en remboursant ma dette. Les invitations sociales de ma famille sont devenues de plus en plus rares, sauf lorsqu'ils avaient besoin d'une aide technique pour leurs ordinateurs ou d'un travail de site web gratuit pour l'entreprise d'assurance de mon père. Ma sœur Mia passait d'un emploi à l'autre dans le marketing, ne restant jamais dans une entreprise plus de 18 mois. Chaque départ était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Son patron était jaloux de ses idées. Ses collègues étaient trop compétitifs. L'entreprise ne reconnaissait pas ses talents. Après chaque perte d'emploi, mon père augmentait ses critiques à l'égard de mes choix de carrière, suggérant que je devrais utiliser mes relations pour aider Mia à trouver de meilleures opportunités. La famille d'abord, Gareth, disait-il, une phrase qui ne semblait s'appliquer que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Au moment où j'ai eu 30 ans, je m'étais établi une vie confortable. J'avais été promu développeur senior dans une entreprise de logiciels de santé, j'avais remboursé mes prêts étudiants et j'avais emménagé dans un appartement d'une chambre dans un quartier décent. J'ai commencé à sortir avec Rachel, une infirmière pédiatrique avec une vision pratique des choses et un rire chaleureux qui rendait tout meilleur. Pour la première fois, je sentais que ma vie m'appartenait vraiment. Le contact avec ma famille s'était réduit aux rassemblements de vacances et aux appels téléphoniques occasionnels de ma mère, qui se terminaient généralement par des demandes d'aide pour Mia ou pour assister à une fonction familiale où je serais inévitablement coincé au sujet de mes responsabilités. J'ai développé une relation polie mais distante avec eux. Un équilibre délicat de contact minimal sans rupture complète. À Thanksgiving dernier, quelque chose d'inattendu s'est produit.
Mon père m'a en fait posé des questions sur mon travail et semblait sincèrement intéressé par ma récente promotion. Ma mère m'a serré 2 fois dans ses bras et m'a montré de vieux albums photos. Même Mia a posé des questions sur Rachel au lieu de parler exclusivement d'elle-même. Pendant un bref instant, je me suis permis d'espérer que peut-être l'âge avait adouci mon père, que notre relation pourrait évoluer vers quelque chose de plus sain. Cette petite étincelle d'espoir a fait que l'invitation au dîner du dimanche semblait être un tournant potentiel plutôt que le piège qu'elle s'avérerait être. L'appel est arrivé un mercredi soir alors que Rachel et moi préparions un sauté dans mon appartement. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale quand j'ai vu maman sur l'afficheur, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Gareth, chérie », a dit ma mère, sa voix inhabituellement enjouée. « Ton père et moi espérions que tu pourrais venir dîner ce dimanche. Rien d'extraordinaire, juste un moment en famille. Ça fait trop longtemps. » L'invitation m'a pris par surprise. En dehors des grandes fêtes, les invitations à dîner de mes parents étaient rares, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. Pourtant, je me souvenais de ce moment de connexion à Thanksgiving. A-t-il une occasion spéciale, ai-je demandé prudemment. La famille a-t-elle besoin d'une occasion pour se réunir, a-t-elle répondu, une légère pointe de défense perçant dans son ton. Ton père m'a spécifiquement demandé de t'appeler. Il veut te voir. Ces 5 derniers mots ont déclenché un désir longtemps dormant d'approbation paternelle que je pensais avoir dépassé. J'ai accepté avant d'avoir pleinement réfléchi aux implications. Après avoir raccroché, Rachel a remarqué mon expression. Problème de famille, a-t-elle demandé en faisant sauter expertement les légumes dans le wok. Invitation à dîner pour dimanche. C'est bizarre. Ils ne m'invitent jamais sauf s'ils veulent quelque chose. Rachel avait entendu assez d'histoires sur ma famille pour comprendre mon hésitation. Nous sortions ensemble depuis 8 mois. Et bien qu'elle les ait rencontrés brièvement à Noël, elle avait été témoin d'assez de leur dynamique pour saisir la complexité de ces relations. Peut-être qu'ils essaient vraiment de se rapprocher, a-t-elle suggéré, son optimisme naturel transparaissant. Les gens peuvent changer, surtout en vieillissant. Mon père était super strict jusqu'à son alerte cardiaque il y a 3 ans. Maintenant, il pleure devant les publicités pour la nourriture pour chiens. J'ai souri à l'image mais suis resté sceptique. Mon père est différent. Il n'a jamais admis avoir tort sur quoi que ce soit de toute sa vie. Tu n'es pas obligé d'y aller, a dit Rachel, en servant le sauté dans les assiettes. Mais si tu y vas, souviens-toi simplement que tu peux partir à tout moment. Tu n'es plus cet enfant financièrement à la peine. Tu as des choix. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à considérer mes options. Une partie de moi voulait croire que cette invitation représentait une véritable tentative de réconciliation. Une autre partie, endurcie par l'expérience, soupçonnait une arrière-pensée. Finalement, l'espoir l'a emporté sur la prudence. J'ai envoyé un texto à ma mère pour confirmer que je serais là à 17h. Les jours avant dimanche sont passés rapidement. Je me suis même arrêté dans une boulangerie locale pour prendre un gâteau au chocolat, le préféré de ma mère, en guise de geste de bonne volonté. Rachel a proposé de m'accompagner pour un soutien moral, mais j'ai décliné. Si cela se passait mal, je préférais y faire face seul. Dimanche est arrivé avec un temps printanier parfait, rendant le trajet de 30 minutes vers ma maison d'enfance presque agréable. La familière maison coloniale de 2 étages semblait plus petite que dans mon souvenir, sa peinture bleue s'estompant légèrement sur les bords. Le jardin de devant, autrefois la fierté de ma mère, semblait fraîchement paillé et planté de nouvelles fleurs. Mon père a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Marcus Reynolds avait toujours été une figure imposante, grand avec de larges épaules et un sillon permanent entre les sourcils. À 64 ans, ses cheveux étaient devenus complètement gris, mais il se tenait aussi droit que jamais. « Gareth » a-t-il dit en tendant la main. « Content de te voir, fiston. » Fiston, un mot qu'il utilisait rarement avec moi. J'ai déplacé la boîte à gâteaux pour lui serrer la main, notant la chaleur inhabituelle de sa poignée. « Merci de m'avoir invité », ai-je répondu en entrant dans le vestibule qui sentait le vernis au citron et le poulet rôti. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle semblait plus petite, plus fragile qu'à Thanksgiving, mais son sourire était sincère alors qu'elle me serrait dans ses bras. « Tu as apporté le dessert » s'est-elle exclamée en prenant la boîte, si attentionnée. « Entre, entre. Tout est presque prêt. » Le salon avait été redécoré depuis ma dernière visite. Le vieux canapé floral remplacé par un canapé d'angle gris élégant.
des photos de famille bordaient la cheminée, et j'ai remarqué avec surprise que plusieurs me mettaient en scène, y compris une récente du site web de mon entreprise que je ne leur avais pas fourni. Mon père m'a fait signe de m'asseoir et, encore plus surprenant, m'a demandé si je voulais une bière. Alors qu'il me tendait la bouteille, il m'a en fait posé des questions sur mon projet de travail et a écouté ma réponse sans interrompre ni changer de sujet. La conversation s'est déroulée avec une aisance que je ne me souvenais pas avoir connue dans cette maison juste au moment où ma mère a annoncé que les apéritifs étaient prêts. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Mia a fait son entrée comme un petit ouragan, des lunettes de soleil de créateur poussées dans ses cheveux blonds, téléphone à la main. « Désolé, je suis en retard », a-t-elle annoncé à personne en particulier. Le trafic était un véritable enfer. Mia avait toujours su faire une entrée. À 28 ans, elle se comportait toujours avec l'assurance de la jolie fille à qui on avait dit qu'elle était spéciale toute sa vie. Elle a fait la bise à ma mère, a serré mon père dans ses bras et m'a fait un rapide signe de la main avant de laisser tomber son sac à main sur la table basse. « Gareth, tu as l'air différent », a-t-elle dit en m'examinant comme si j'étais un meuble légèrement modifié. « Nouvelles lunettes ?»« Même lunettes, nouvelle coupe de cheveux », ai-je répondu, touchant mon côté récemment coupé avec gêne. Bref, maman, l'endroit est incroyable. Très Pottery Barn rencontre au West Elm. Nous sommes passés dans la salle à manger où ma mère avait préparé une abondance d'apéritifs. Alors que nous nous installions autour de la table, j'ai remarqué de petits changements dans le comportement de chacun. Mon père continuait de remplir ma bière sans qu'on le lui demande. Ma mère mentionnait à plusieurs reprises le succès de mon entreprise. Mia a en fait posé des questions sur Rachel, bien qu'elle les qualifiait de « ta copine infirmière », plutôt que d'utiliser son nom. Les signaux d'alarme ont commencé à sonner faiblement dans mon esprit lorsque mon père a posé des questions sur ma récente promotion et mon augmentation de salaire, des informations que je n'avais pas partagées avec eux. Quand Mia a mentionné nonchalamment sa récente transition professionnelle et la difficulté du marché du travail, les signaux sont devenus plus forts. Au moment où ma mère a servi le poulet rôti, je me préparais mentalement à la demande qui allait suivre. Pourtant, j'ai joué le jeu, répondant aux questions et partageant même quelques histoires sur le travail. Pendant un bref instant, j'ai presque eu l'impression de vivre le dîner de famille que j'avais toujours voulu enfant. Ce moment a pris fin dès que mon père s'est éclairci la gorge pendant le plat principal. « Alors, Gareth », a commencé mon père, posant sa fourchette avec une précision délibérée. « Ta mère et moi avons réfléchi à ta réussite actuelle, cette promotion, le bonus que tu as mentionné à Noël. Ça doit faire du bien d'avoir ce genre de sécurité financière. » J'ai hoché la tête prudemment, ne me souvenant d'aucune discussion sur un bonus à Noël, mais reconnaissant le schéma familier qui commençait à se dessiner. Mia a eu quelques difficultés ces derniers temps, a-t-il poursuivi en jetant un coup d'œil à ma sœur, qui a immédiatement adopté une expression solennelle. Son entreprise a réduit ses effectifs, et elle a malheureusement été prise dans la réduction. Il y a 3 semaines, a ajouté Mia, poussant la nourriture dans son assiette, juste après que j'ai ramené ce gros client, en plus. C'est tellement injuste. Mon père a tendu la main pour tapoter la sienne avec sympathie. Ces choses arrivent aux meilleurs d'entre nous. L'important est que la famille reste unie dans les moments difficiles. La phrase est restée suspendue dans l'air comme un nuage d'orage. J'ai pris une gorgée d'eau, attendant ce que je savais maintenant inévitable. Le moment est particulièrement difficile car la voiture de Mia lui pose des problèmes, a poursuivi mon père. La transmission est fichue et le mécanicien dit que les réparations coûteraient plus cher que la valeur de la voiture. C'est un cauchemar, a interrompu Mia. Je ne peux même pas me rendre correctement aux entretiens. J'ai dû prendre un Uber pour la semaine dernière et le chauffeur s'est perdu. J'ai complètement raté l'entretien parce que j'étais stressé. Ma mère a hoché vigoureusement la tête. Quelle malchance, ma chérie. Mais ton père a une solution. Marcus Reynolds s'est redressé sur sa chaise, adoptant la posture autoritaire que je me souvenais des réunions de famille de mon enfance. Mia a besoin d'un moyen de transport fiable pour se remettre sur pied. Nous avons examiné quelques options raisonnables et il y a une belle Audi A4 chez le concessionnaire Peterson. Rien de trop chic, juste pratique et sûr. La pièce est devenue silencieuse alors que tous les yeux se tournaient vers moi. Mon estomac s'est noué alors que les souvenirs affluaient. Mon 10e anniversaire, lorsque le vélo promis ne s'est jamais matérialisé parce que Mia avait besoin d'un appareil dentaire. La remise des diplômes du lycée, lorsque ma fête a été annulée parce que Mia avait un récital de danse le même week-end.
Les frais de scolarité universitaire qui sont allés à l'université privée de Mia pendant que je travaillais de nuit dans une supérette. La voiture coûte 25 000 $, a déclaré mon père d'un ton neutre. Avec ta situation financière récente, nous avons pensé que tu voudrais peut-être aider ta sœur à traverser cette mauvaise passe. C'était ça. Pas une demande, mais une attente. Pas, voudrais-tu envisager, mais, nous avons pensé que tu voudrais. Comme si seul un monstre pouvait refuser. La manipulation classique de Marcus Reynolds. Tu as tout cet argent supplémentaire qui dort sur tes comptes, a ajouté Mia, comme si elle avait une connaissance intime de mes finances, et je te rembourserai totalement un jour. Le droit décontracté dans sa voix a fait bouger quelque chose en moi. J'ai regardé autour de la table, observant l'expression d'attente de mon père, le sourire nerveux de ma mère et le regard de détresse étudié de Mia. Pour la première fois, j'ai vu avec une clarté parfaite les rôles que nous avions tous joués toute ma vie. Comment sais-tu ce qu'il y a sur mes comptes, ai-je demandé doucement. Mon père a fait un geste de la main dédaigneux. Façon de parler. Nous voulons juste dire qu'avec ton salaire et tes dépenses minimes, tu dois avoir des économies. Pas d'hypothèque, pas d'enfants à charge. J'économise pour une maison, ai-je répondu. Et j'ai des dépenses. Des prêts étudiants que je viens de finir de rembourser, des cotisations de retraite, des factures régulières. Mais rien d'important, a rétorqué Mia. Pas comme une voiture qui détermine si quelqu'un peut travailler ou non. Ma mère a tendu la main sur la table pour toucher mon bras. Chérie, nous ne demandons pas la charité pour Mia. Juste la famille qui aide la famille. Tu te souviens comment ton père a aidé le cousin Brian avec son prêt commercial? Je m'en souvenais. Le cousin Brian était le fils de la sœur de mon père, qui avait reçu un prêt de 5 000 $ et l'avait remboursé en 6 mois. C'était 5 fois ce montant pour une voiture de luxe, pas un investissement commercial. Pourquoi une Audi, ai-je demandé. Il y a des voitures fiables pour la moitié de ce prix. L'expression de mon père s'est légèrement durcie. Mia doit maintenir une certaine image pour les types d'emplois auxquels elle postule dans le marketing. L'apparence compte dans son domaine. Ma vieille Honda m'a très bien amené au travail pendant toute ma progression de carrière, ai-je fait remarquer. C'est différent, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Ton industrie ne se soucie pas de l'image. Les programmeurs peuvent porter des sweats à capuche au travail. Je me suis adossé à ma chaise, le sentiment familier d'être diminué m'envahissant. Mais cette fois, au lieu de l'accepter, j'ai ressenti une étrange clarté calme. Je suis désolé pour ta situation professionnelle, Mia, ai-je dit prudemment. Mais je ne peux pas payer pour une voiture de 25 000 $. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés instantanément. Le visage de mon père a rougi alors qu'il posait sa serviette avec une lenteur délibérée. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas, a-t-il demandé, sa voix dangereusement calme. Les deux, ai-je répondu, en maintenant le contact visuel. Je n'ai pas ce genre de revenu disponible. Et même si je l'avais, je ne pense pas qu'acheter une Audi serait la meilleure façon d'aider Mia. Les yeux de Mia se sont rétrécis. Waouh, juste waouh. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. J'ai failli rire de l'absurdité de sa déclaration. Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi exactement, Mia? Je me suis payé mes études. J'ai remboursé mes propres prêts étudiants. J'ai construit ma carrière sans relation ni aide. Les mains de mon père se sont formées en poing sur la table. Nous t'avons donné un foyer, de la nourriture, des vêtements. Nous t'avons élevé et c'est la gratitude que nous recevons. Ta sœur a besoin d'aide et tu es trop égoïste pour la lui fournir. Le mot « égoïste » m'a frappé comme un coup physique. Combien de fois l'avais-je entendu pendant mon enfance chaque fois que je demandais un traitement égal? Je serais heureux d'aider Mia à mettre à jour son CV ou à établir des contacts dans l'industrie, ai-je offert. Je pourrais même lui prêter quelques centaines de dollars pour les réparations de voitures jusqu'à ce qu'elle trouve un autre emploi. Mon père s'est levé, dominant la table. C'est juste un peu d'aide, Garrett. Ta sœur a besoin d'une voiture, pas de conseil de carrière de la part de quelqu'un qui regarde des écrans d'ordinateur toute la journée. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu égoïste. Et voilà. Le véritable but de ce charmant dîner, l'intérêt soudain pour ma vie, les photos de famille sur la cheminée, tout cela n'était qu'une mise en scène pour ce moment, cette demande, cette conformité attendue. Non, ai-je dit, simplement, me surprenant même par la fermeté de ma voix. Je n'achèterai pas d'Audi à Mia. C'est juste un peu d'aide. Tu es égoïste,
a crié mon père, frappant la table de la salle à manger avec sa paume assez fort pour faire sauter la vaisselle. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies, en tournant le dos à ta famille. Son visage s'était transformé, passant de l'expression chaleureuse et accueillante d'auparavant à quelque chose que je reconnaissais des confrontations de mon enfance, un masque de colère juste qui ne tolérait aucune défiance. Ses yeux exorbitaient légèrement, et une veine pulsait visiblement à sa tempe. « Papa, s'il te plaît, calme-toi », ai-je dit, gardant ma voix égale malgré l'adrénaline qui parcourait mon système. Il ne s'agit pas de tourner le dos à qui que ce soit. Il s'agit d'attentes raisonnables. Raisonnable ? Il a craché le mot comme s'il avait un goût immonde. Qu'y a-t-il de déraisonnable à aider ta sœur quand elle est en difficulté ? Quand j'avais ton âge, j'aurais tout fait pour aider mes frères et sœurs. Mia, sentant son moment, a repoussé sa chaise de manière spectaculaire et a commencé à pleurer des larmes parfaitement synchronisées qui ont laissé son maquillage intact. Je n'arrive pas à croire que tu me laisserais me débattre comme ça, Gareth. Sais-tu à quel point c'est humiliant de demander de l'aide à son petit frère ? Je le ferai pour toi sans hésiter. L'absurdité de sa déclaration m'a presque fait rire. Mia n'avait jamais rien fait pour moi qui ne lui ait pas profité en fin de compte. La seule fois où j'avais demandé à emprunter $500 pendant un mois difficile de ma première année après l'université, elle m'avait fait la leçon sur la responsabilité financière avant de refuser. Tu ne m'as jamais aidé avec quoi que ce soit, Mia, ai-je déclaré calmement. Et je doute que tu m'achèterais une voiture de luxe si nos situations étaient inversées. Comment oses-tu parler à ta sœur de cette façon, a rugi mon père, pointant son doigt à quelques centimètres de mon visage. Elle n'a été que solidaire de toi toute sa vie. Ma mère est finalement intervenue, ses mains s'agitant nerveusement comme de petits oiseaux. S'il vous plaît, tout le monde, prenons juste une grande respiration. Gareth, chérie, je sais que $25 000 semble beaucoup, mais ta sœur a vraiment besoin d'un moyen de transport fiable. Peut-être que tu pourrais contribuer à une partie du montant. Sa tentative de compromis n'a fait que souligner à quel point leur perception était déformée. Même ma mère, qui reconnaissait occasionnellement le favoritisme en privé, était pleinement engagée dans l'idée que mes ressources financières devaient être disponibles pour la famille, en particulier pour Mia, sans poser de questions. Maman, j'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, ai-je expliqué, en essayant de ne pas laisser la frustration transparaître dans ma voix. J'ai vécu dans un appartement terrible en mangeant des ramen pendant des années pour rembourser mes prêts étudiants. J'ai économisé avec soin. Je ne peux pas simplement donner mes économies pour une voiture de luxe. Voilà, a ricané mon père. Moi. Tu ne penses qu'à toi. Ta sœur te donnerait la chemise de son dos, mais tu ne peux rien épargner de tes précieuses économies. Mia a hoché vigoureusement la tête, essuyant ses larmes. Tu te souviens quand tu avais besoin de cette calculatrice graphique pour le calcul avancé, et que je t'ai laissé emprunter la mienne pendant tout un semestre. Je l'ai regardée avec incrédulité. C'était la calculatrice de papa qu'il t'a achetée, et tu n'as jamais suivi de cours de calcul. Tu m'as laissé l'utiliser parce que tu n'en avais aucune utilité et tu t'en plaignais constamment. Voyez comme il déforme tout, Mia s'est tournée vers nos parents. Rien n'est jamais assez bien pour lui. Le visage de mon père s'est encore assombri. J'ai toujours su que tu en voulais à ta sœur pour son succès. Juste parce qu'elle a une personnalité plus extravertie et se faisait des amis plus facilement, tu as gardé cette rancune toutes ces années. La conversation avait complètement déraillé pour revenir en territoire familier. Quel que soit le problème réel, il serait toujours recadré comme ma jalousie envers Mia, mon égoïsme, mon incapacité à apprécier tout ce qu'ils avaient soi-disant fait pour moi. Il ne s'agit pas de ressentiment, ai-je insisté. Il s'agit de limites raisonnables. J'aiderai Mia à trouver une voiture d'occasion dans son budget. Je l'aiderai avec son CV, mais je ne lui achèterai pas une Audi parce qu'elle pense qu'elle le mérite. Espèce de petit ingrat, a commencé mon père, puis il s'est repris, luttant visiblement pour garder le contrôle. Il a pris une profonde inspiration et a changé de tactique, sa voix devenant dangereusement calme. Laisse-moi être très clair, Gareth. Cette famille a toujours fonctionné sur un principe simple. Nous nous soutenons les uns les autres. Si tu ne peux pas comprendre ce concept fondamental, alors peut-être que tu ne comprends pas ce que signifie faire partie de cette famille. La menace planait dans l'air, sans équivoque dans son implication. J'en avais entendu des versions auparavant, généralement suivies de jours ou de semaines de silence glacial, d'exclusion ciblée des événements familiaux et de commentaires passifs-agressifs.
Est-ce que tu me menaces de me déshériter si je n'achète pas une voiture à Mia? Ai-je demandé, voulant une clarté absolue. La mâchoire de mon père s'est contractée silencieusement pendant un moment. Je dis que la famille signifie sacrifice. Si tu ne peux pas faire de sacrifice pour ta sœur, alors tu as choisi ton chemin, ma mère a eu un hoquet. Marcus, c'est sûrement aller trop loin. Il l'a fait taire d'un regard. Diana, notre fils doit comprendre que les actions ont des conséquences. Il ne peut pas rejeter ses obligations familiales et s'attendre à ce que tout continue comme si de rien n'était. J'ai regardé chacun de leurs visages à tour de rôle. Mon père, juste et inflexible. Ma mère, en conflit mais finalement docile. Mia, un mélange parfait de victimisation et de droit. Et à ce moment, avec une clarté parfaite, j'ai réalisé que rien ne changerait jamais. Cette dynamique était gravée dans la pierre, des rôles assignés à la naissance que nous jouerions jusqu'à la mort, à moins que quelqu'un ne brise le cycle. Je comprends parfaitement, ai-je dit, pliant ma serviette et la posant à côté de mon assiette en me levant. Je comprends que dans cette famille, l'amour a toujours été conditionnel. Je comprends que mon rôle a toujours été de donner, tandis que celui de Mia a été de prendre. Je comprends que peu importe ce que je réalise ou à quel point je travaille dur, ce ne sera jamais assez pour gagner le respect que vous lui accordez automatiquement. Maintenant tu fais du cinéma, a raillé mon père. Mentalité de victime typique. Je ne suis pas une victime, ai-je répondu, sentant une étrange sensation de calme m'envahir. Plus maintenant, parce que je fais un choix en ce moment. Je choisis de ne plus participer à cette dynamique. Je choisis de ne pas être manipulé ou culpabilisé. Je choisis de partir. Tu ne peux pas être sérieux, s'est exclamé Mia. Tu jetterais ta famille par-dessus bord pour de l'argent. Je l'ai regardé directement. Il n'a jamais été question d'argent, Mia. Il s'agit de respect, de reconnaître que je suis une personne avec ma propre vie et mes propres choix, pas une ressource à exploiter quand cela convient. Mon père s'est également levé, sa taille lui permettant de me regarder de haut physiquement, comme il l'avait toujours fait émotionnellement. Si tu franchis cette porte maintenant, ne t'attends pas à être le bienvenu avant d'avoir réparé ça. Pendant un instant, j'ai ressenti cette peur familière de l'enfance, le besoin désespéré d'approbation paternelle qui avait façonné tant de mes choix. Mais derrière cela est venu quelque chose de plus fort. La voix de l'adulte que j'étais devenu, l'homme qui avait construit une vie selon ses propres termes. Au revoir, papa, ai-je dit simplement. Maman, Mia. Je suis sorti de la salle à manger, j'ai traversé le salon avec ses photos soigneusement arrangées et je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder en arrière. L'air printanier était pur et frais comparé à l'atmosphère étouffante à l'intérieur. Mes mains tremblaient légèrement en déverrouillant la portière de ma voiture, mais mon esprit était étonnamment clair. En m'éloignant de ma maison d'enfance, j'ai appelé Rachel. Ça s'est passé exactement comme tu l'avais prédit, lui ai-je dit quand elle a répondu. Il voulait que j'achète une Audi à Mia. Est-ce que ça va? A-t-elle demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. Honnêtement, je pense que je vais mieux que bien, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Je crois que je viens de me libérer. Le premier jour après avoir quitté la maison de mes parents s'est déroulé dans un étrange brouillard. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions et j'ai écrit du code comme d'habitude, mais tout semblait légèrement surréaliste, comme si je me regardais faire les choses à distance. Rachel est restée cette nuit-là, sa présence un réconfort silencieux alors que nous mangions des plats à emporter et regardions la télévision sans réfléchir. Le deuxième jour, les SMS ont commencé. Mia a envoyé une série d'accusations de plus en plus dramatiques, allant de « Je n'arrive pas à croire que tu détruirais notre famille pour de l'argent » à « Tu as toujours été jaloux de moi, et maintenant tout le monde peut le voir ». Ma mère a envoyé des messages plus doux mais tout aussi manipulateurs. Ton père est juste contrarié, il ne pensait pas ce qu'il a dit, et, s'il te plaît, reconsidère. Gareth, la famille est tout ce que nous avons à la fin. Mon père a maintenu un silence radio. Son absence plus menaçante que n'importe quel message qu'il aurait pu envoyer. Je savais par expérience qu'il attendait que je cède le premier, que je revienne en rampant avec des excuses et, plus important encore, ma carte de crédit. Tu devrais bloquer leur numéro pendant un certain temps, a suggéré Rachel alors que je fixais mon téléphone pendant le dîner du deuxième soir. Donne-toi un peu d'espace pour digérer. Elle avait raison, comme d'habitude. J'ai bloqué les numéros de Mia et de ma mère, ressentant un mélange de culpabilité et de soulagement en le faisant. Cette nuit-là,
j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années, comme si une tension inconsciente avait enfin relâché son emprise sur mon corps. Le 3e jour après le dîner, j'étais en réunion budgétaire au travail lorsque mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je l'ai ignoré, mais lorsque le même numéro a rappelé immédiatement, un sentiment de malaise m'a poussé à m'excuser de la salle de conférence. « Bonjour, est-ce bien Gareth Reynolds ?» a demandé une voix féminine professionnelle lorsque j'ai répondu. « Oui, c'est moi. Ici Sarah Daniels du département de la sécurité de la First National Bank. Je vous appelle car nous avons détecté une activité inhabituelle sur vos comptes que nous souhaitons vérifier avec vous. Mon rythme cardiaque s'est instantanément accéléré. Quel genre d'activité ? Il y a eu plusieurs tentatives de connexion infructueuses sur votre banque en ligne hier soir, suivies d'une tentative de virement bancaire ce matin qui a été signalée par notre système de sécurité. Le virement a été tenté en utilisant votre ancienne adresse comme vérification, mais elle ne correspondait pas à vos informations actuelles dans notre système. Je me suis appuyé contre le mur, traitant cette information. De quel montant était la tentative de virement ? 26 500 $, a-t-elle répondu. Le compte de destination appartient à Peterson Auto Group. Êtes-vous en train d'acheter un véhicule, monsieur Reynolds ? Le montant correspondait au prix de l'Audi de Mia, plus les taxes. Une froide réalisation m'a envahi. Non, je n'achète pas de voiture, ai-je dit fermement. Ce n'était absolument pas autorisé par moi. C'est bien ce que je pensais, a dit Sarah. Heureusement, nos protocoles de sécurité ont empêché le virement d'être traité. La personne qui a tenté la transaction n'a pas pu répondre correctement à toutes les questions de sécurité, en particulier les nouvelles que vous avez mises en place lorsque vous avez changé d'adresse l'année dernière. Je l'ai remercié pour sa vigilance et j'ai accepté de venir à la banque après le travail pour déposer un rapport officiel et changer toutes mes informations de sécurité. En raccrochant, une autre réalisation m'a frappé. Mon père connaissait mon numéro de sécurité sociale. Il avait accès à mon certificat de naissance et à d'autres informations d'identification. Il avait été mon contact d'urgence sur des formulaires pendant des années. Et jusqu'à ce que je déménage l'année dernière, j'avais vécu à la même adresse depuis l'université, une adresse qu'ils connaissaient tous. Ce n'était pas un acte impulsif de colère. C'était un vol d'identité prémédité. J'ai immédiatement appelé Rachel. Tu ne vas pas le croire, ai-je commencé, puis j'ai raconté l'appel de la banque. Oh mon Dieu, Gareth, a-t-elle haleté. Ce n'est pas seulement manipulateur, c'est criminel. Vas-tu appeler la police ? La question m'a arrêté net. Est-ce que je dénoncerai mon propre père pour avoir tenté de me voler ? La partie conditionnée de moi qui cherchait encore son approbation a reculé à cette pensée, mais la partie de moi qui était sortie de ce dîner savait que c'était une ligne qui ne pouvait pas être franchie. Je pense que je dois le faire, ai-je dit finalement. Cela va au-delà du drame familial. À la banque cet après-midi-là, je me suis assis en face de Sarah Daniels et d'un agent de sécurité de la banque nommé Michael, qui a pris des notes détaillées pendant que j'expliquais la situation. Leurs visages sont restés professionnellement neutres, mais j'ai surpris une lueur de sympathie dans les yeux de Sarah lorsque j'ai mentionné que c'était probablement mon père qui avait tenté le virement. Malheureusement, ce type de situation n'est pas aussi rare que les gens pourraient le penser, a dit Michael doucement. Les membres de la famille croient parfois avoir des droits d'accès à des finances qu'ils n'ont légalement pas. Nous recommandons de déposer un rapport de police à des fins de documentation, même si vous décidez finalement de ne pas porter plainte. J'ai hoché la tête, me sentant à la fois engourdi et hyper conscient. Avez-vous des enregistrements de qui a tenté d'accéder au compte, des adresses IP ou quelque chose comme ça ? Nous avons cette information, mais nous ne pouvons la divulguer qu'aux forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête officielle, a expliqué Sarah. Si vous décidez de déposer un rapport de police, ils peuvent demander ces enregistrements. Après avoir complètement remanié mes paramètres de sécurité et ajouté des étapes de vérification supplémentaires à mes comptes, je me suis rendu au poste de police local. Le processus de dépôt d'un rapport était étonnamment simple. L'officier a pris ma déclaration sans jugement pendant que j'expliquais le contexte familial et la tentative de vol. Souhaitez-vous porter plainte si nous pouvons vérifier l'identité de la personne qui a tenté d'accéder à vos comptes, a demandé l'officier, son stylo en suspens au-dessus du formulaire. La question est restée en suspens entre nous. Porteur plainte contre mon propre père serait brûlé un pont de façon permanente, déclaré publiquement qu'il n'était pas seulement un parent difficile, mais un criminel qui avait tenté de voler son propre fils. Je dois y réfléchir, ai-je répondu honnêtement.
Mais je veux que le rapport soit enregistré. Ce soir-là, alors que Rachel et moi étions assis sur mon canapé à discuter des événements de la journée, des souvenirs de mon enfance et de mon adolescence ont commencé à refaire surface. Des moments où de l'argent avait mystérieusement disparu de mon tiroir. Le chèque de paie de mon emploi d'été que je n'ai pas pu retrouver après l'avoir laissé sur mon bureau. L'argent de la remise des diplômes de mes grands-parents qui était censé être mis dans un fonds pour l'université qui ne s'est jamais matérialisé. Je pense que ce n'est peut-être pas la première fois, ai-je dit doucement. Je pense qu'il m'a peut-être pris de l'argent pendant des années. Rachel m'a pris la main. Cela expliquerait pourquoi il pensait avoir le droit d'accéder à tes comptes. Maintenant, dans son esprit, ton argent a toujours été l'argent de la famille, c'est-à-dire le sien à contrôler. Pendant que nous parlions, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. Méfiant, j'ai répondu pour entendre la voix de ma tante Suzanne, la sœur de ma mère qui vivait dans le Minnesota. « Gareth, Dieu merci, tu as décroché » a-t-elle dit, sa voix tendue. « Ta mère m'a appelé en pleurant aujourd'hui. Que se passe-t-il avec ton père et ta sœur ?» J'avais toujours aimé tante Suzanne, qui semblait voir à travers les manipulations de mon père plus clairement que ma mère ne l'avait jamais fait. Brièvement, j'ai expliqué la demande de voiture, l'ultimatum, et maintenant la tentative de fraude bancaire, m'attendant à moitié à ce qu'elle défende la famille de sa sœur. Au lieu de cela, elle a soupiré lourdement. Je craignais que quelque chose comme ça n'arrive un jour. Ton père a des problèmes financiers depuis des années. Il a réhypothéqué la maison 2 fois sans le dire à ta mère. Les prêts universitaires de Mia sont tous à son nom, et elle n'a jamais fait un seul paiement. Il emprunte de l'argent à des membres de la famille avec des histoires de plus en plus désespérées. Cette nouvelle information a réarrangé les pièces du puzzle dans mon esprit. Alors, il ne s'agissait jamais vraiment du fait que Mia avait besoin d'une voiture, n'est-ce pas? J'en doute, a répondu tante Suzanne. Mon avis est qu'ils sont submergés par de multiples dettes, et la perte d'emploi de ta sœur a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont probablement vu tes économies comme la solution la plus simple. Après avoir terminé l'appel avec la promesse de rester en contact, je suis resté assis dans un silence stupéfait. Toute la dynamique familiale qui avait façonné ma vie était construite sur encore plus de mensonges que je ne l'avais réalisé. Les demandes constantes de mon père pour que j'aide Mia n'étaient pas seulement dues au favoritisme, mais à sa propre mauvaise gestion financière. « À quoi penses-tu » a demandé doucement Rachel. « Je pense que je dois parler à un avocat » ai-je répondu. Et ensuite, je dois avoir une conversation très difficile avec ma mère. Suite aux révélations de tante Suzanne, j'ai pris une journée de congé et j'ai rencontré une avocate spécialisée dans le vol d'identité et le droit de la famille. Melissa Kang a écouté attentivement pendant que je décrivais la situation, prenant des notes et posant occasionnellement des questions de clarification. D'après ce que vous m'avez dit, vous avez plusieurs options, a-t-elle expliqué quand j'ai terminé. Premièrement, vous pouvez engager des poursuites pénales pour la tentative de fraude bancaire. Deuxièmement, vous pouvez envoyer une lettre de mise en demeure formelle concernant toute tentative future d'accéder à vos finances. Troisièmement, vous pouvez demander une ordonnance restrictive si vous sentez que votre père pourrait faire escalader la situation. La gravité de ces options pesait lourdement sur moi. Je n'aurais jamais imaginé discuter de protection légale contre mes propres parents, ai-je admis. L'expression de Melissa s'est légèrement adoucie. L'exploitation financière familiale est malheureusement courante, surtout lorsqu'il existe des schémas de contrôle et de droit de longue date. Prendre des mesures légales n'est pas une question de punition. C'est une question d'établissement de limites claires. Après avoir examiné mes options, j'ai décidé de commencer par une lettre formelle de l'avocate à mes parents, décrivant les implications légales de la tentative de fraude bancaire et précisant que toute nouvelle tentative entraînerait des poursuites pénales. J'ai également demandé à Melissa de rédiger une lettre séparée à ma mère seule, lui proposant de la rencontrer dans un lieu neutre sans la présence de mon père. Les lettres recommandées ont été envoyées le lendemain. En quelques heures, mon téléphone a explosé d'appels provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Les messages vocaux ont révélé qu'ils provenaient de divers membres de la famille, y compris le frère de mon père, ma grand-mère et plusieurs cousins, tous exprimant leur choc face au malentendu et m'exhortant à parler directement à mon père plutôt que d'impliquer des avocats. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce que je reçoive un texto d'un numéro inconnu qui s'est avéré être celui de ma tante Suzanne. Ta mère veut te rencontrer. Elle a peur d'utiliser son téléphone. Puis-je lui donner ton numéro? 2 jours plus tard, j'étais assis dans un coin tranquille d'un café à 15 km de la maison de mes parents, regardant ma mère s'approcher de la table.
Diana Reynolds semblait plus petite que dans mon souvenir, les épaules voûtées comme si elle portait un poids physique. Les cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle n'avait pas bien dormi. « Merci de me rencontrer », a-t-elle dit en s'asseyant, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. « Je suis content que tu m'aies contacté, maman », ai-je répondu, gardant mon ton doux mais ferme. « Mais j'ai besoin d'une honnêteté totale de ta part maintenant. » Elle a hoché la tête, tordant nerveusement son alliance. « Ton père ne sait pas que je suis ici. Il serait furieux. » La serveuse a apporté le thé que j'avais commandé pour ma mère, lui donnant quelque chose pour occuper ses mains tremblantes. Après avoir pris une gorgée, ma mère a commencé à parler. Ça a commencé il y a environ 10 ans. Ton père a fait des investissements qui n'ont pas fonctionné. Il ne m'a jamais donné les détails, juste que nous devions faire attention à l'argent pendant un certain temps. Puis Mia a commencé l'université et les dépenses étaient plus importantes que prévu. Elle a fait une pause, rassemblant son courage. Au lieu d'ajuster notre style de vie, ton père a commencé à emprunter de l'argent. Carte de crédit, prêt sur valeur domiciliaire, prêt personnel d'amis. Il disait toujours que c'était temporaire, qu'une grosse commission allait arriver, que ses investissements allaient se redresser. Les larmes ont rempli ses yeux. Quand Mia a obtenu son diplôme, nous étions déjà en difficulté. Ton père a insisté sur le fait qu'elle devait vivre dans un bel appartement dans un bon quartier pour se faire les bonnes relations. Il a co-signé son bail, a payé les meubles, lui a acheté sa première voiture. Chaque fois que je remettais en question la dépense, il se mettait en colère, m'accusant de ne pas vouloir que notre fille réussisse. L'histoire a continué, brossant le tableau d'un désespoir financier croissant, caché derrière une façade de stabilité de la classe moyenne. Mon père avait apparemment jonglé avec les dettes pendant des années, prenant d'une source pour en payer une autre. La récente perte d'emploi de Mia avait poussé une situation déjà précaire au point de rupture. La voiture n'était pas vraiment pour Mia, a admis ma mère. Ton père avait besoin de l'argent pour effectuer un paiement hypothécaire. La maison étant saisie, Gareth. Nous avons 30 jours pour trouver l'argent. Je me suis adossé, traitant cette information. Et il a pensé que le vol d'identité était la solution, voler son propre fils. Ma mère a tressailli à ces mots. Il ne le voit pas de cette façon. Dans son esprit, les ressources familiales sont communes. Il croit sincèrement que ton succès signifie que tu as l'obligation d'aider, surtout quand il s'agit de Mia. Et que crois-tu, maman ? Ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux, une vraie douleur dans son regard. Je crois que je t'ai laissé tomber. J'ai permis à ton père de favoriser Mia. Je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler. Je me suis convaincu qu'il était plus facile de maintenir la paix que de me battre pour l'équité. Son honnêteté était inattendue et désarmante. Pour la première fois, j'ai vu ma mère non pas comme une complice passive, mais comme une autre victime de la nature contrôlante de mon père, bien qu'une qui avait fait des choix qui m'avaient profondément blessé. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. Ton père refuse de reconnaître à quel point les choses vont mal. Il ne cesse de dire qu'une autre opportunité est juste au coin de la rue. Mia pense toujours que le problème de la banque n'était qu'un malentendu et que tu as réagi de manière excessive. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, je dois te demander quelque chose d'important. Est-ce que papa m'a déjà pris de l'argent quand j'étais plus jeune? L'argent de poche, les cadeaux de remise de diplôme, quelque chose comme ça? Son visage s'est décomposé, confirmant mes soupçons avant même qu'elle ne parle. Il appelait ça emprunter. Il disait toujours qu'il le remplacerait. Le plus gros, c'était l'argent du fonds universitaire de tes grands-parents. 5 000 $ qu'ils avaient économisés pour toi. Il a dit que c'était juste temporaire, mais ensuite Mia a eu besoin d'un appareil dentaire, et... Elle s'est interrompue, incapable de terminer la justification. La confirmation de cette trahison longtemps suspectée aurait dû me mettre en colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de clôture. Mes souvenirs n'étaient pas défectueux. Le gaslighting à propos de l'argent manquant avait été réel. J'ai déposé un rapport de police sur l'incident de la banque, lui ai-je dit doucement. Je n'ai pas décidé si je vais porter plainte, mais il y aura une enquête. Ma mère a hoché la tête, la résignation dans sa posture. Je comprends. Je ne t'en voudrais pas si tu le faisais. Et toi, ai-je demandé. Es-tu en sécurité avec lui, financièrement, émotionnellement? Je suis avec Marcus depuis 36 ans,
a-t-elle dit, un faible sourire traversant son visage. Mais la semaine dernière, j'ai ouvert mon propre compte bancaire pour la première fois depuis notre mariage. Tante Suzanne m'a aidé. J'ai mis un peu d'argent de côté de mon travail d'enseignante. Pas grand-chose, mais quelque chose qui n'est qu'à moi. Ce petit acte d'indépendance semblait significatif, un premier pas vers un changement possible. Alors que nous continuions à parler, ma mère a révélé plus de détails sur les manipulations financières de mon père et la participation volontaire de Mia à la dynamique familiale. Au moment où nous nous sommes dit au revoir 2 heures plus tard, j'avais une image beaucoup plus claire de la situation que j'avais quittée. L'enquête policière s'est déroulée avec une lenteur méthodique. Les enregistrements numériques ont confirmé que la tentative d'accès à la banque provenait d'une adresse IP enregistrée au service Internet du domicile de mes parents. Confronté à cette preuve, mon père a d'abord tout nié, puis a prétendu qu'il avait essayé de déplacer de l'argent comme un cadeau surprise pour moi. Le détective a vu clair dans ce mensonge transparent et des accusations formelles ont été déposées, vol d'identité et tentative de fraude bancaire. Mon père a engagé un avocat coûteux qui a immédiatement cherché un accord de plaidoyer, espérant lui éviter la prison compte tenu de son âge et de son absence de casier judiciaire. Tout au long de ce processus, ma mère a continué à me rencontrer, secrètement tiraillée entre la loyauté envers son mari et sa reconnaissance croissante de la toxicité de la dynamique familiale. Mia oscillait entre des accusations de colère et des appels en larmes à la réconciliation, toujours avec un sous-entendu de besoins financiers. La décision la plus difficile est venue lorsque le procureur m'a demandé si je soutiendrais un accord de plaidoyer qui incluait une probation, une restitution financière et un conseil obligatoire plutôt qu'une peine de prison pour mon père. C'est toujours ton père, a observé Rachel alors que nous en discutions un soir. Mais cela ne signifie pas que tu lui dois quoi que ce soit, surtout pas une protection contre les conséquences de ses actes. Après une longue introspection, j'ai accepté l'accord de plaidoyer avec une condition supplémentaire, mon père n'aurait aucun contact avec moi pendant au moins 1 an. Le procureur a incorporé cela dans l'accord et mon père, face à la réalité d'une possible incarcération, a finalement accepté. La nouvelle des démêlés judiciaires de Marcus Reynolds s'est rapidement répandue dans notre famille élargie et nos cercles sociaux. Certains parents ont coupé les ponts avec moi, convaincus que j'avais trahi la loyauté familiale en impliquant la loi. D'autres, qui avaient apparemment été eux-mêmes victimes des manipulations financières de mon père, m'ont contacté avec des histoires qui ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Ma mère, dans un geste qui a surpris tout le monde, y compris elle-même, a demandé la séparation de corps. Pas encore le divorce, a-t-elle expliqué lors d'une de nos réunions café désormais régulières. Mais je dois me protéger financièrement pendant que ton père est en probation. Quant à Mia, la crise familiale l'a forcée à affronter des réalités qu'elle avait longtemps évitées. Sans le soutien financier de notre père, elle a pris un emploi dans un magasin de détail, un poste qu'elle aurait considéré comme indigne d'elle quelques mois plus tôt. Notre relation est restée tendue, mais des échanges de SMS occasionnels suggéraient qu'elle pourrait être capable de grandir lorsqu'elle n'est pas sous l'influence de notre père. 6 mois après ce dîner fatidique du dimanche, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Les limites que j'avais établies, bien que douloureuses, avaient créé un espace pour qu'une véritable guérison puisse commencer. 1 an après avoir quitté ce dîner de famille, je me tenais dans la cuisine de ma nouvelle maison, arrangeant du fromage et des craquelins sur un plat de service. La modeste maison de 3 chambres n'avait rien d'extravagant, mais avec son petit jardin et sa cuisine ensoleillée, elle représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé. La sécurité, l'indépendance et un avenir construit selon mes propres termes. Besoin d'aide, a demandé Rachel, entrant dans la cuisine avec un verre de vin vide. La bague en diamant à sa main gauche a capté la lumière, encore assez nouvelle pour que nous nous surprenions tous les deux à la regarder fréquemment. Je finis juste, ai-je répondu en me penchant pour l'embrasser sur la joue. Les premiers invités devraient arriver bientôt. Nous organisions une pendaison de crémaillère, un petit rassemblement d'amis et de membres de la famille sélectionnés qui nous avaient soutenus à travers les événements turbulents de l'année écoulée. La liste des invités avait été soigneusement réfléchie, un reflet des limites que j'avais appris à établir et à maintenir. La sonnette a retenti et Rachel est allée répondre pendant que j'ajoutais une touche finale à l'arrangement des apéritifs. J'ai entendu la voix de ma mère dans l'entrée, suivie du rire de tante Suzanne. Leur relation s'était considérablement renforcée au cours de l'année écoulée, Suzanne fournissant le soutien émotionnel dont ma mère avait besoin pour maintenir sa séparation d'avec mon père. Diana Reynolds est entrée dans la cuisine, portant un bouquet de fleurs et un gâteau fait maison. À 61 ans, elle avait l'air plus jeune qu'elle ne l'avait été depuis des années,
la tension constante qui avait marqué son visage étant maintenant notablement absente. « La maison est magnifique, Gareth, a-t-elle dit, posant ses offrandes et m'embrassant. « Je suis si fier de toi. » Ces mots, si rarement entendus pendant mon enfance, avaient encore le pouvoir de me réchauffer de l'intérieur. Notre relation avait été reconstruite lentement, une conversation honnête à la fois. Des séances de thérapie hebdomadaires m'avaient aidé à comprendre que si je pouvais pardonner la faiblesse passée de ma mère, je pouvais aussi la tenir responsable de ses choix à l'avenir. Alors que d'autres invités arrivaient, j'ai observé les nouvelles dynamiques avec un sentiment de gratitude. Ma mère discutant confortablement avec les parents de Rachel. Des collègues se mêlant à des amis de ma ligue de basketball communautaire. Tante Suzanne présentant son mari à nos voisins. Mon père et Mia étaient notablement absents. Marcus Reynolds purgeait toujours sa probation, dont les termes incluaient un conseil financier et des services communautaires. Notre ordonnance de non-contact restait en place par mon choix, une limite que je n'étais pas encore prêt à reconsidérer. Mia avait envoyé une carte de pendaison de crémaillère avec une brève note. « Félicitations pour ta nouvelle maison. Je travaille sur moi-même. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Mia. » Aucune demande d'argent, aucune accusation d'abandon. Un petit pas peut-être, mais significatif compte tenu de notre histoire. Plus tard, alors que nos invités profitaient du dîner dans le jardin, Rachel m'a donné un coup de coude et a hoché la tête en direction de ma mère, qui était en pleine conversation avec mon ami Carlos du travail. Elle lui parle de son nouvel appartement, a chuchoté Rachel, et des cours de formation pour adultes qu'elle suit. Elle semble vraiment fière. En effet, ma mère avait trouvé une force inattendue dans l'indépendance. La séparation de corps avait évolué vers une procédure de divorce, et bien que le règlement financier soit encore en cours de négociation, elle avait emménagé dans un petit appartement et était retournée à l'enseignement à temps plein. À un âge où beaucoup envisagent la retraite, elle reconstruisait sa vie avec une résilience remarquable. Après le départ de nos invités et que Rachel soit allée se coucher, je me suis assis seul sur le porche arrière, réfléchissant au parcours de l'année écoulée. La douleur de la trahison familiale n'avait pas complètement disparu, mais ses arrêts de vif s'étaient adoucis avec le temps et la distance. Ce qui restait était une compréhension lucide de la façon dont la dynamique familiale peut nous façonner sans nous définir. La thérapie à laquelle j'avais initialement résisté s'était avérée inestimable, m'aidant à reconnaître les schémas de culpabilité et d'obligation qui m'avaient été programmés depuis l'enfance. J'ai appris que s'éloigner des relations toxiques n'était pas égoïste, mais un acte d'autopréservation. Que les limites financières n'étaient pas seulement une question d'argent, mais de respect et d'autonomie. Peut-être plus important encore, j'avais découvert que la famille pouvait être choisie, pas seulement héritée. Rachel et ses parents accueillants, les amis qui se sont montrés constants pendant les moments difficiles, même ma mère et tante Suzanne, avec qui je construisais de nouvelles relations plus saines basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. La tentative de vol qui m'avait semblé être la trahison ultime me semblait maintenant presque un cadeau, un catalyseur qui m'avait forcé à affronter des schémas familiaux qui auraient pu autrement se poursuivre indéfiniment. Sans cette violation extrême des limites, j'aurais pu passer des décennies de plus piégé dans des cycles de culpabilité, d'obligation et de ressentiment. Mon téléphone a vibré avec un texto de Carlos. Super fête, mec. Ta mère est incroyable. Difficile de croire ce qu'elle a traversé. Toi aussi. Fier de vous connaître tous les deux. J'ai souri à cette simple affirmation. Les décisions difficiles que j'avais prises, les limites que j'avais établies, ne m'avaient pas seulement protégé, mais avaient aussi créé un espace pour que d'autres puissent grandir. Ma mère trouvant l'indépendance. Rachel et moi construisant une relation basée sur le partenariat plutôt que sur la codépendance. Même Mia, forcée d'affronter la réalité sans la complaisance de notre père. La vraie famille, avais-je appris, est construite sur le respect mutuel et l'attention sincère, pas sur la manipulation et l'obligation. L'amour qui vient avec des conditions n'est pas vraiment de l'amour du tout, mais une transaction, un moyen de contrôle déguisé en affection. Alors que je me préparais à me coucher, j'ai pensé à l'appel de la banque qui avait exposé la tentative de vol de mon père. Ce qui avait semblé être le pire jour de ma vie avait en fait été le début de la liberté. En tentant de prendre ce qui était à moi, mon père m'avait par inadvertance donné la poussée dont j'avais besoin pour reconquérir entièrement ma vie. Parfois, s'en aller n'est pas une fin, mais un commencement. Parfois, les choix les plus douloureux mènent à la plus grande guérison. Et parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous nous construisons,
connexion par connexion, choix par choix, jour après jour. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une situation familiale toxique pour vous protéger? Quelles limites avez-vous établies dans votre propre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires de vie réelle sur la manière de surmonter les défis familiaux et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est parfois acceptable de se choisir soi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas.